La deuxième partie donc de Regards croisés, nous évoquions la Guinée où l'opposition et le gouvernement ont repris langue, comme nous l'avons titré, et une prise de contact. Et avant cette pause, Prosper Agbokoulou, vous disiez que c'est un non-événement. Oui, parce que vous ne sentez pas que cela puisse apporter quelque chose. Oui, aboutir à des résolutions idoines. Oui, bon, enfin, il y a beaucoup de revendications, il faut le noter, parce que il n'y a pas non seulement le fait que l'opposition réclame à ce qu'on réduise le temps que le pouvoir militaire demande pour ces réformes, mais il y a également ces personnes qui sont d'abord incarcérées, il y en a d'autres qui sont inquiétées. Et je pense qu'il y a Abdoul Sako, un des leaders qui est également inquiété, qui a été arrêté le samedi. Voilà. Il a été relâché et après, bon, maintenant il est toujours inquiété, il n'est pas encore totalement libre. Non. Et dans cette condition, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent avoir comme ordre du jour et trouver quelques solutions en attendant que le pouvoir militaire puisse réduire son temps. Non, moi j'ai comme l'impression que les oppositions en Afrique entre griffes, comme une excuse pour cela, c'est un constat personnel. Les oppositions en Afrique, à mon avis, ne sont pas trop disciplinées par rapport au mouvement qu'ils lancent dans la masse. Parce que la majorité de la base de leurs partisans maîtrisent mal les rouages même de la politique. Et quand on vient, souvent comme le blanc déjà nous a habitués à cela, où il y a l'ethnocentrisme qui prévaut partout, parce que Germain n'est pas de Palimé, je ne vais pas l'aimer. Quand il se présente à une élection, il faut que je dise non, il n'est pas de Palimé, il est du Nord, moi je ne veux pas les gens du Nord, et il faut que mes frères restent à côté de moi, et après il y a des chamboulements qui arrivent entre nous-mêmes, il y a des conflits d'intérêts pas possible. Donc on vient, on dit, on rassemble nos clans, on leur dit, voilà, le pouvoir là, il est militaire, et le pouvoir là, il est cinquantenaire, il est soixantenaire, si vous me permettez le logisme. Et cela, tout ça là fait que beaucoup sont abrutis, embrouillés, et ils ne comprennent pas le fondement même des revendications. Et quand on y va, les pouvoirs disposant donc de la force, comme on appelle, les forces de sécurité sont à leur disposition, alors on la voit dans la masse, et souvent, vous avez vu le procès du 28 septembre, où on a dit plus d'une centaine de morts, on a condamné les gens à 40 ans de prison. Est-ce que ça va revivifier les gens? Non, je crois quand même qu'au niveau des oppositions, il faut beaucoup de la formation civique au niveau des citoyens, de leur base. Il faut les former. C'est-à-dire qu'un pouvoir n'est pas un ennemi. Ceux qui sont au pouvoir ne doivent pas être considérés comme des ennemis. Et c'est ce que souvent les oppositions font. Ils font croire à la base que ceux qui sont au pouvoir sont les ennemis du peuple. Alors, quand vous vous levez contre un ennemi qui a la force, il fait quoi? Donc, les revendications, c'est bon. Mais après, quelle est la suite qu'on donne donc à ces revendications-là? Est-ce que le résultat plutôt acquis répond réellement à ces exigences-là? C'est là où moi je trouve que quelque part la démocratie telle qu'elle est implantée en Afrique, je le dis toujours, n'est pas celle qui est conforme aux Africains, parce que ça amène trop de conflits, ça amène trop de dégâts, des morts ici, des morts par là. Donc vous pensez que l'opposition guinéenne devrait surseoir à ces... Il faut trouver, je ne dis pas de surseoir, mais il faut trouver un autre mode, des alternatives pour pouvoir, c'est-à-dire pour convaincre ceux qui sont au pouvoir. Parce que quand ils viennent avec des revendications, ils disent ah oui, Adia, c'est ce que nous voulons. On reste ferme. Et quand ils vont, ils restent fermes. Nous disons non, non, ça complique la chose. Et ceux qui ont le pouvoir, eux se disent mais nous ne sommes pas les plus faibles. On va réagir. Et souvent, c'est une complexité énorme à laquelle les solutions sont difficiles à trouver. Alors, dans l'impasse que se retrouve l'opposition guinéenne aujourd'hui, ils ne peuvent pas ne pas manifester quand on sait qu'il y a des gens en prison, qu'il y a des gens qui sont toujours inquiétés. Moi, je crois que c'est le seul moyen dont ils disposent, si ce n'est pas
dialoguer, c'est manifester. À moins qu'ils fassent l'option de la violence, ce qui va leur coûter très cher. Donc, quand vous vous rebellez contre l'autorité, vous êtes passible de sanctions parfois très sévères. Donc, dans une démocratie, vous avez la liberté d'expression pour dénoncer, vous avez la liberté de manifester pour également dénoncer. Et il y a cette possibilité du dialogue. Donc moi, je ne pense pas qu'il faille réinventer la roue en Afrique. Ce sont les canaux usuels, traditionnels, qu'on utilise parfois avec beaucoup d'efficacité, parfois malheureusement comme en Guinée avec des échecs ou des temps morts où on ne semble pas voir les choses évoluer parce qu'en face, on a quand même un pouvoir qui n'est pas issu des urnes. On a un pouvoir qui est tenu par des militaires qui n'ont pas la même vision que les civils et qui sont venus donc renverser un régime démocratique, même si celui d'Alpha Condé, on pourrait lui reprocher beaucoup de choses, surtout ce troisième mandat qu'il a entamé, qui n'a pas fini, mais ça reste quand même un pouvoir issu des urnes. Donc c'est un peu différent de discuter avec des militaires. Même parfois c'est aussi difficile aussi de discuter avec les civils. Vous avez vu un peu en France ce qui se passe aujourd'hui avec la loi sur les retraites, mais on a un pouvoir civil qui ne semble pas du tout écouter le cri de la rue et qui va vers l'adoption de cette loi. Donc après, on n'a que ce moyen en démocratie et je crois qu'en Afrique, l'autre moyen qu'on n'utilise pas beaucoup, c'est le dialogue parce qu'on en parle comme si c'était une invention occidentale ou qu'on l'a apportée, mais on avait la voix parlable chez nous en Afrique qui permettait de régler plusieurs problèmes. Aujourd'hui, on peut féliciter ces hommes de Dieu-là qui ont voulu que les acteurs politiques et la société civile donc reprennent langue parce que en réalité, vous savez que les militaires ont toujours rejeté les médiations, les dialogues qui viennent de l'extérieur, se disant qu'entre Guinéens, ils peuvent s'entendre. Et donc aujourd'hui, on ne peut que saluer cette initiative-là prise par des religieux. C'est vrai que les religieux ne réussissent pas toujours et prospèrent un peu fort avec quand il affirme que ça se passe presque toujours mal quand ce sont les religieux. Mais en même temps, il n'y a que les religieux qui puissent réussir ce genre de mission parce que déjà il y a la société civile qui est assez politisée, assez politisée et qui ne peut pratiquement pas jouer ce rôle. Il y a la chefferie traditionnelle qui aurait pu le faire, mais généralement elle est contrôlée par les pouvoirs publics, donc ça va être difficile que cette chefferie-là joue ce rôle. Et maintenant, il y a les entités religieuses qui parfois sont taxées d'être d'un camp ou de l'autre, mais qui bien souvent jouissent quand même de cette autorité morale-là et de cette neutralité-là pour pouvoir prendre le devant de certaines choses. Et donc, l'essentiel, c'est de permettre aux Guinéens de renouer le contact, mais après, il y aura des blocages si les revendications ou les positions sont assez tranchées. Je pense aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez compliquée pour la classe politique en Guinée parce que tout ce que le régime d'Umbuya est en train de faire ressemble à un plan savamment concocté pour éliminer une bonne partie de la classe politique guinéenne, à commencer et voir peut-être même émerger une nouvelle classe politique parce que là les partis sont fragilisés, leurs leaders s'ils ne sont pas arrêtés sont en fuite, pas pour des raisons politiques mais pour des raisons économiques et donc on a mis la justice derrière, même si on peut dire qu'on a politisé ou instrumentalisé la justice. Et donc si ces faits qui sont reprochés à ces leaders-là
sont vraies, leur élimination politique va s'en suivre, parce que s'ils sont condamnés, c'est que directement ils vont perdre leur capacité d'être électeurs et même éligibles. Et donc je pense qu'on s'achemine vers là. Maintenant, qu'est-ce que on peut aller à ce dialogue-là, qu'est-ce qu'on peut apporter si on demande la libération des acteurs de la société civile, si on demande la libération des leaders politiques? En retour, qu'est-ce qu'on va offrir à ce pouvoir-là? Est-ce qu'on va lui offrir d'aller jusqu'en 2024 et peut-être au-delà? Donc je pense que c'est de ce côté-là que les négociations vont aller. Et puis Prosper fait bien aussi de s'inquiéter que ce pouvoir-là ne quitte et ne laisse le pouvoir aux civils qui lui sont acquis, qui sont proches de lui, et probablement que c'est ce qui va se faire. Donc c'est une situation assez compliquée, mais à la base il y a eu quand même ce troisième mandat de trop, donc d'Alpha Condé, qui lui-même est un opposant, qui est arrivé au pouvoir et qui s'est comporté comme s'il avait toujours été au pouvoir et qu'il n'avait pas été opposant, et donc qui malheureusement a prêté le flanc donc à l'arrivée au pouvoir de ces militaires-là. Et aujourd'hui, c'est une recomposition complète de la scène politique en Guinée. Et vous savez, le ministre de l'administration territoriale là-bas, il menace même de suspendre ou de retirer les récépissés donc, à des associations ou à des partis politiques qui organiseraient des manifestations émaillées de violence. Donc, voilà, donc c'est carrément un régime militaire qui vient mettre de l'ordre à sa manière. Parfois en violant donc les droits de l'homme, parfois en bafouant les principes démocratiques. Mais encore une fois, ce n'est pas un régime qui est issu des urnes, c'est un régime qui vient faire une transition. Et c'est une transition sur laquelle il faut discuter aujourd'hui et permettre aussi qu'elle s'achève sur un processus électoral assez consensuel, qui ne soit pas l'occasion d'éliminer d'avance certains concurrents et que la compétition soit ouverte. Et je pense que c'est sur ce plan-là, peut-être, que les négociations pourraient intéresser l'opposition, parce que le constat est clair, c'est que le régime est fort, il ne semble pas plier. Il ne plie pas sous les injonctions de la communauté internationale. Voilà. Et donc, en interne aussi, ça m'étonnerait que ce soit les civils qui arrivent à faire plier ce régime-là. Alors, Yehui Askanui, la principale coalition d'opposition sénégalaise, appelle à 2 jours de manifestation. On est toujours dans les manifestations, comme d'habitude. Pas uniquement en Afrique, parce qu'il y en a plein maintenant, que ce soit à Madrid ou à Paris, ou je ne sais pas, à Espagne, ou même à Brasilia, ou en Chili, partout. Maintenant. Alors, l'opposition sénégalaise demande, appelle à 2 jours de manifestation à Dakar, et en province. 2 jours, soit mardi, c'est-à-dire aujourd'hui, et puis demain mercredi, avant le procès qui s'ouvre jeudi. Le procès d'Ousmane Sonko, ce dernier étant l'un des principaux dirigeants de l'opposition. Et le peuple sénégalais craint que ce procès soit entre griffes truqué. Ils ont raison ou pas? Non, vous savez, j'ai dit, les pouvoirs ont souvent toutes les manettes. Et quand on est sur le plan politique, la rationalité n'est plus évidente. Chacun tire le drap vers son côté, surtout quand on a le pouvoir, on a toutes pratiquement les institutions à sa portée, la justice, le Parlement, et souvent tout ce qui entoure donc le pouvoir, même la chefferie traditionnelle. Tout cela viennent donc faire allégeance au pouvoir. Moi je dis, je serais peut-être aussi au pouvoir, ce serait la même chose, je ne sais pas. Oui, je ne vais pas voilà, donc je ne vais pas le dire me dédouanant. Mais maintenant, ce qui se passe là, nous on n'est pas là. Donc l'affaire de Sonko, franchement, depuis belle lurette, continue donc d'empoisonner le climat politique sénégalais.
où il y avait eu même des problèmes au niveau donc d'un débat sexuel par rapport à une jeune fille qui vient déclarer après que c'était du mensonge. On ne sait pas là où on est, mais je crois quand même que c'est le troisième mandat de Macky Sall qui reste donc à ma connaissance, il ne s'est pas encore prononcé. Oui, mais c'est quand même, je crois quand même que on est dans les rumeurs, ce sont des rumeurs, et après ça devient des clameurs, la réalité se configure après, on se dit, mais non, donc je crois que la démocratie en tant que telle, pour moi, sa conception, je ne continuerai pas à le dire. Les intellectuels africains me diront, mais quel est ce minable qui vient parler de démocratie? Qu'est-ce qu'il en sait? Mais je crois quand même que, en tant qu'enseignant également, même à la base, je crois quand même qu'on a une conception de la manière d'enseigner les choses, parce que les enfants vous posent la question, est-ce que cela veut dire, regardez, depuis que le mouvement démocratique est né en Afrique, depuis la conférence de la Baule, quand Mitterrand a ordonné, intimé l'ordre aux Africains, aller au multipartisme, aller à la démocratie, sans pouvoir former les gens à la base, ce n'est que par ce vent de l'Est qu'on nous a vanté tant, qui voudrait donc balayer tous les régimes que les Occidentaux ont appelés des régimes autocratiques, régimes dictatoriaux. On se rappelle donc des faits qui sont passés avec Ceausescu, qu'on a attrapé, on l'a tué, on a fait tomber tout le bloc de l'Est pour pouvoir se consacrer au capitalisme absolu. Et ce capitalisme-là qui nous tue tous les jours, qui fait que l'individualisme en Afrique s'est complètement incorporé à notre survie, à notre vie, à notre survie. Et c'est ça qui amène ces problèmes-là. Donc, quand on parle de démocratie, on invente un certain nombre de choses, de fausseté par rapport à l'opposition. L'opposition aussi dit le pouvoir a fait ci. Et on ne fait que clamer ces différences-là, et les médias mensongers qui font la propagande des Occidentaux, qui font la propagande des colonisateurs, ils ne font que la propagande de ces mauvaises nouvelles-là. Vous voyez à peu près, au lieu que Sanko et comment on appelle, Macky Sall, le pouvoir s'asseye pour pouvoir aménager un certain nombre de conceptions, de compréhension et de savoir là où va le pays, c'est les procès. Ce sont ces procès-là qui enveniment la situation. Alors, ceux-là aussi vont composer avec une certaine jeunesse qui va les soutenir sans comprendre pourquoi ils mènent la lutte. Et après, on tombe sous le coup donc les balles donc du pouvoir. Et c'est ça. Et parfois même, il n'est pas écarté que les oppositions même organisent comme on appelle les milices, des milices ils organisent des milices qui viennent créer aussi de ces zizanies-là pour qu'on le mette sur la tête du pouvoir, et cela leur permet de garder leur avantage au niveau social, de se porter. Mais après tout, on fait quoi? Vous voyez à peu près. Donc pour un procès qui est politisé, le Sénégal est en ébullition. Et tout temps, il y a la répression des forces de l'ordre, et Macky Sall, qu'on soupçonne aussi de vouloir faire briguer un troisième mandat, qui ne dit rien, qui laisse tout le monde dans le flou. On a appris la dernière fois que quand Macron est arrivé, lui a fait des reproches. Bon, c'est ce qu'on a lu. Macron lui aurait refusé le troisième mandat. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce que lui va chercher là? C'est le problème des Africains. C'est le problème des Africains. C'est le problème africain. Ils ont un régime, leur régime, comme on appelle, régime politique par rapport à laquelle ils font leur gouvernance. En Afrique, il faut laisser c'est ça qui crée même le désordre. C'est ça qui crée le désordre. Quand on apprécie quelque part, j'ai écouté l'ancien Premier ministre tchadien hier sur RFI, ou bien c'est ce matin plutôt, qui
a été interrogé sur le coup de force constitutionnel au Tchad, après la mort de Idriss Déby. Il nie carrément cela. Mais c'est un intellectuel africain qui me dit que non, que ce qui s'est passé plutôt au Mali et au Burkina Faso et en Guinée, c'est différent carrément, parce que là, il n'a pas eu de coup de force constitutionnel. Alors, voilà, c'est ça, c'est les conditions dans lesquelles l'Afrique végète. Au lieu de parler de développement, au lieu de dire qu'est-ce que le citoyen X du pays X sera demain, quel citoyen nous allons pouvoir construire, fabriquer pour le développement de notre pays, on s'établit, on s'installe, on cale sur les problèmes électoraux et on se dit qui va devenir le prochain président. Tout le monde se bouscule, c'est notre candidat, on occulte ce qui est même, alors que le bas peuple a faim. Les gens ont faim. Maintenant, ceux-là qui réclament à prendre le pouvoir, quand ils viennent, ils sont encore pires que ceux qui étaient au pouvoir. Donc pour moi, l'affaire de Sanko, Macky Sall, comme on appelle, les manifestations qu'on réclame, on n'en a rien à tirer. On n'en a rien à tirer. C'est pourquoi moi je dis, l'Afrique regarde ailleurs. C'est-à-dire qu'on a mal quelque part. Et on se fait soigner à un autre endroit. Si je vous me prêtez le terme terre à terre, on a mal à la tête. Au lieu d'aller se faire consulter par le technicien qui connaît, qui maîtrise les rouages des maux de tête, on va parler du ventre. Et quand on nous donne les médicaments, on est complètement sauvé. Pour moi, il va falloir quand même que le quitus qu'on donne trop aux oppositions en Afrique, pour moi, doit être revu et corrigé par rapport à ce qui se passe. Parce que depuis 1989, on est toujours sur place et parfois même on recule. Alors, Germain, vous aussi, vous pensez que l'opposition ne devrait pas manifester ou ne devrait pas s'inquiéter que ce procès... Parce qu'à l'allure où vont les choses, cela porte à croire que Macky Sall voudrait écarter Ousmane Sonko. Oui, je pense que pour les militants de l'opposition, c'est assez clair. Donc, ces procès qui s'enchaînent. D'abord, il y a eu ce procès-là pour viol et menaces de mort sur la jeune fille. Et après, celui qui va s'ouvrir vendredi, c'est une plainte du ministre du Tourisme, donc pour diffamation. Et on se demande à quand ces plaintes et ces procès vont... Voilà, donc ça veut dire que quand l'autre procès se révèle un peu compliqué, il faut passer par un autre moyen. Et donc je crois que c'est comme ça l'opposition qui est derrière Ousmane Sonko raisonne. Toutes ces procédures judiciaires n'ont qu'un seul objectif, c'est de faire condamner leur leader et de lui arracher la possibilité d'être candidat. Et donc vous voyez que lui-même, il est à l'appel. Donc pour ce mouvement-là, il y a un meeting aujourd'hui, et puis il y a des manifestations qui vont être organisées dans les 46 départements du Sénégal. Même s'il y a interdiction, il fait savoir que ces militants vont manifester, et on sait un peu de quoi ils sont capables, ces militants, avec parfois assez de violence. Le Sénégal n'en a vraiment pas besoin. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de faire une guerre pour le pouvoir. On attribue à Macky Sall des velléités de vouloir passer pour un troisième mandat. Sonko qui déjà voit son heure de gloire arriver, espère faire l'alternance dans ce pays-là, et donc on pense que la justice est instrumentalisée pour éliminer politiquement ce jeune leader aujourd'hui qui a réussi quand même à rassembler une bonne partie de l'opposition sénégalaise derrière lui. Donc on va attendre de voir
si les manifestations vont effectivement se poursuivre demain jeudi, est-ce que le procès sera maintenu? S'il est maintenu, qu'est-ce que ça donnera? Mais ça va être, c'est beaucoup d'électricité dans l'air actuellement au Sénégal. C'est beaucoup d'inquiétude pour les autres Sénégalais qui auraient bien voulu vaquer librement à leurs occupations, parce que là, dans toutes les zones où il y aura ces rassemblements-là, il y a des risques sérieux, donc de troubles à l'ordre public, de violence et de casse. Et donc, je crois que nous assistons là à un rapport de force. Le pouvoir qui a les institutions de l'État, dont la justice notamment, et puis Ousmane Sonko qui compte sur la rue aussi pour inverser donc la tendance. Mais la vérité, c'est que d'ici jeudi, il est fort à parier que si ce procès-là est maintenu, il va y avoir assez de violence donc, au Sénégal. Maintenant, quelle sera la réponse du pouvoir des forces de sécurité? Donc, on n'en sait rien, mais encore une fois, malheureusement, le Sénégal, depuis quelques années, nous habitue à cette violence politique qu'on ne connaissait pas avant. C'était un pays qui était présenté comme des modèles de démocratie donc, en Afrique. Mais depuis Ouad, qui avait aussi lui aussi voulu avoir un troisième mandat, et les violences qui ont suivi l'élection de Macky Sall, qui a surpris agréablement en ramenant le septennat en un quinquennat, on avait pensé que il se contenterait donc de ces 7 et 5 ans. Et voilà, donc tout ça se complique. Et on attend de voir, donc comme je le disais, jusqu'à jeudi, si le procès est maintenu, si les manifestations aussi sont maintenues malgré la probable interdiction qui sera faite dans certains endroits. Donc c'est sûr que le Sénégal, les 46 départements de ce pays-là risquent de connaître une grande chaleur qui ne va pas arranger déjà les activités économiques qui sont assez affectées. Vous savez que les manifestations aussi de demain sont placées aussi sous le thème de la vie chère. Donc je crois que Ousmane Sonko veut ratisser large, veut que ceux qui viennent le soutenir aussi viennent pour eux-mêmes, parce que la vie au Sénégal, comme dans la plupart des pays africains et du monde aujourd'hui, est beaucoup plus chère. Le transport est cher sur le marché aussi, les prix ne sont pas contrôlés, donc c'est le Sénégalais lambda qui voit donc ses conditions de vie s'endurcir. Donc là, ça va être un cocktail. Il faut sortir pour défendre politiquement Ousmane Sonko, mais il faut sortir aussi pour défendre son pain, parce que la vie chère, c'est un thème fédérateur qui, je crois qu'Ousmane Sonko et son clan comptent donc jouer là-dessus pour mobiliser donc une grande partie de la population sur ces 3 jours qui vont durer, ces manifestations qui sont programmées. Alors, on va observer la seconde pause, revenir dans la 3e partie et parler de la Côte d'Ivoire avant de terminer dans la 4e partie avec le Togo sera en retour à Lomé.